Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique poussiéreuse qui, comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné avec quelqu'un que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne, à savoir monsieur le Mediavore. Salut Mediavore. Salut à tous, merci pour l'invitation, beau parleur. J'espère que ça va être cool et qu'on va parler d'un film qui va plaire aux gens, ou en tout cas donner notre avis et essayer de développer un petit peu là-dessus, puisqu'on va parler de quel film aujourd'hui? On parle de Minority Report, ou Minority Report en anglais. Report, yeah, exactly. Minority Report, directed by... Réalisé par Steven Spielberg. Spielberg. En quelle année? En 2002, c'est ça? En 2002. Je crois qu'il est sorti en 2002, ou 2002, ouais, c'est ça. 2002, ça commence à dater, on dirait pas comme ça 2002, on dirait que c'était à côté, mais en fait ça commence à dater. C'est clair. Est-ce que tu savais donc à la base que ce projet devait être la suite à Total Recall? Non, je sais de base que c'est un livre, mais je savais pas du tout que c'était une suite de Total Recall. Tu veux Alors, dire on va par aller rapport au par livre ou étapes. par rapport au... Par rapport au film, on va aller par étapes, t'en fais pas. Alors tout d'abord, le projet à la base avait été prévu comme une suite à Total Recall au tout début. Ils avaient proposé à Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger a refusé le rôle, et du coup ils avaient aussi pensé au réalisateur, Paul Verhoeven, qui du coup lui aussi a refusé, et donc du coup le projet d'en faire une suite à Total Recall a été laissé à l'abandon. Si tu regardes bien dans le film, il y a une scène qui rappelle Total Recall, tu te souviens, la scène où ils vont visiter les mecs qui te fait vivre ton rêve et tout ça. ouais. Bah ça c'est du Total Recall. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, le truc de réalité virtuelle où ils font ce qu'ils veulent, ouais, dans l'espèce de truc marché noir un peu, ouais. Voilà, si tu veux, ça, c'est ce qui reste de Total Recall, de cette idée de Total Recall de départ. Ouais. Et donc, finalement, le scénario, bon, bah, il a plus suivi ça, il a été modifié pour devenir plus ou moins le film qu'on connaît actuellement, et il est arrivé entre les mains d'un certain Tom Cruise. Tom Cruise qui voulait travailler avec Steven Spielberg depuis longtemps, et puis il lui a proposé plusieurs fois de travailler ensemble, mais Spielberg, il était jamais très chaud, non pas parce qu'il voulait pas travailler avec Tom Cruise, mais plutôt parce que bah, il trouvait pas le scénario qui lui plaisait, et puis là, quand il a vu ce scénario, bah, tu peux imaginer que ça lui a plu et qu'il a dit oui. Et du coup, ils ont fait ce film, et ce qui intéressait Spielberg, c'était en fait justement le fait que le personnage puisse, oui ou non, plus ou moins influencer sur son avenir, cette liberté, à quel point il est libre de faire ce qu'il veut, à quel point il est condamné, etc. etc. Ouais, effectivement. Ouais, le film est... En tout cas, moi personnellement, par exemple, j'ai beaucoup aimé le film, tu vois, genre... je l'ai regardé hier hein, pour faire cette critique, tu vois. Ouais. Moi je l'ai vu il y a 2 semaines. Et franchement, je l'ai trouvé juste grave kiffant, en fait. Genre, c'est un gros film d'anticipation, et je trouve que c'est un film qui a pas pris une ride du tout, en fait. Enfin, il y a des trucs qui sont développés, des trucs qui sont montrés, ou même des technologies qui sont montrées, par exemple, qui sont juste impressionnantes, et qui sont d'ailleurs limite actuelles. Il y a des trucs, tu vois, commencer à arriver, ce genre de choses, et qui sont... c'est pour ça que ça fait de ce film, je trouve, un film d'anticipation, en fait. Tout à fait. Alors on va encore aller par une petite étape, parce que tout à l'heure tu as parlé d'un livre, alors c'est pas tout à fait un livre, C'est une nouvelle. C'est une nouvelle de Philippe K. Dick, donc Philippe K. Dick qui a été adapté 1 million de fois au cinéma, hein, Cinquième élément directement, ou ouais voilà, indirectement, qui a inspiré des choses, il y a le 5e élément, Blade Runner, Next, pour citer des films plus ou moins connus, toi non, il a été adapté plein de fois, et j'ai eu la chance de lire la nouvelle pour cette Ah, tu vidéo. l'as lu ? Ouais, je l'ai lu. En fait, c'est mon nouveau délire maintenant. Quand je fais une vidéo, j'essaye de trouver si c'est une nouvelle, si c'est pas un livre de 500 pages. Et alors ? Et de la lire avant. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut dire que le film est une réelle adaptation de cette nouvelle, mais quand même vachement différente. Par exemple, c'est pas des boules, c'est des cartes sur lesquelles il est écrit, par exemple, qui est la personne qui va être tuée, et il y a encore 2-3 autres détails. Tu vois. Ce qu'il y a d'intéressant chez Philippe K. Dick, et c'est là où on va revenir sur l'univers, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il développe pas trop l'univers qu'il y a autour. Et c'est pour ça que les textes de Philippe K. Dick sont encore d'actualité, parce qu'au-delà de simplement l'histoire, l'univers qui est autour, bah, il est assez vague, ce qui fait qu'on peut l'imaginer. Et donc, pour la petite histoire, quelques différences qu'il y a entre le film et la nouvelle. Tout d'abord, le personnage, il est beaucoup plus vieux, et en fait, celui qui dans le film est interprété par Colin Farrell, dans la nouvelle, en fait, c'est un personnage qui vient travailler avec le personnage de Tom Cruise, et comme il est justement un peu âgé, il se dit que ce nouveau personnage vient pour lui piquer sa place de travail et le foutre à la porte, en fait. D'accord, ok. Alors que là, dans le film, on est plutôt sur un mec qui a l'impression qu'il veut le mettre à la porte, ou un truc comme ça, enfin, ils savent pas trop. Ouais, mais c'est plutôt, il enquête sur pré-crime, tu vois, dans le film, c'est un peu différent. Enfin, il enquête sur pré-crime, mais en même temps, on sent qu'il y a une espèce de passif, ou pas forcément un passif, mais que le personnage de Colin Farrell a envie de... a envie de fermer pré-crime, et il va trouver toutes les astuces pour, en éliminant, on va dire, son principal enquêteur, genre de truc, quoi, de la course. Ouais, tout à fait, tu vois qu'il y a
il y a un duel à ce niveau-là, un duel duel, psychologique, mais dans le livre, il est un petit peu différent, c'est pour prendre la place et travailler dans le pré-crime. Bah alors du coup, moi j'ai une question. En quelle année est sortie la nouvelle de Philippe K. Dick? Alors, elle date de 1956, pour dire que c'est de la vieille science-fiction, ça date Et pas ça a pas changé en fait. Donc il y a vraiment de... À part les différences mineures que tu as dit, il n'y a pas vraiment de grosse différence entre la nouvelle et le film. Il y en a d'autres après qui viennent se glisser. Par exemple, donc comme j'ai dit, c'est une carte, et il précise même pas quel type de carte c'est, ou comme il y a les informations, moi j'imagine c'est une espèce de carte de crédit, mais c'est peut-être parce que j'ai envie que ce soit de la science-fiction dans ma tête, tu vois. Après, par exemple, le personnage, il est aidé par une espèce de société, par un groupe, qui l'amène vers la personne qu'il est censé tuer. Donc c'est comme dans le film, hein, il reçoit comme quoi il doit tuer quelqu'un, puis lui se dit mais c'est pas possible. Par contre, la fin est assez différente. C'est-à-dire que le film s'arrête au moment Ça, je sais. où il rencontre la personne qu'il est censé tuer et qui fait ce qu'il doit faire avec cette personne. Apparemment, les nouvelles de Philippe K. Dick ou les livres de Philippe K. Dick sont beaucoup plus cyniques et beaucoup plus sombres que les œuvres dont ils ont été adaptés en fait. Enfin, genre, ça se termine pas forcément sur un happy end dans les nouvelles ou dans les livres, alors que dans les films, en général, ça se termine sur un happy end, les films qui ont été adaptés de ces nouvelles ou de ces livres. Par exemple, Blade Runner, peut-être pas forcément Blade Runner qui se termine pas forcément sur un happy end, mais Cinquième élément ou bah, justement Minority Report. Je peux pas te dire, j'ai lu qu'une nouvelle de Philippe K. Dick et c'est celle-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, je regardais une interview de Steven Spielberg, c'est ce qu'il disait, donc je crois à Steven Spielberg quand il dit ça, quoi. Voilà. on va lui faire confiance. Je fais confiance à ça. Mais d'ailleurs, ça tombe bien parce que en fait, la nouvelle s'arrête quand il fait ce qu'il doit faire avec cette personne qu'il est censé tuer. Et la fin est en effet un petit peu plus sombre et ambiguë. Est-ce que tu veux que je raconte, que je spoil ou pas la fin de la nouvelle? La fin de la nouvelle? Bah ouais, vas-y, ouais. Je pense pas que de toute façon les gens... Bah en fait, il accepte de tuer cette personne justement pour sauver Pré-Crime. Parce que s'il la tue pas, bah justement on rentre dans le paradoxe. Donc il accepte de la tuer pour faire que Pré-Crime survive. Et ensuite il part sur Mars ou sur... C'est un truc de ouf parce que c'est... Alors, j'imagine que les gens qui regardent cette vidéo... Est-ce qu'on spoil? Est-ce qu'on spoil pas? C'est comment en fait cette vidéo? On va spoiler parce on va spoiler, j'imagine... Ouais, bon voilà, le film est sorti à 20 ans à un moment donné. Voilà. Dans ce film, c'est le contraire, tu vois. Genre, il va accepter de... Enfin, en plus, c'est même pas lui, c'est le méchant, enfin, c'est vraiment l'antagoniste principal, qui va... Enfin, le tueur, là, voilà, qui va accepter de se suicider pour justement créer le paradoxe et pour fermer Pré-Crime, parce que, bon, c'est plutôt par lâcheté qu'il va le faire, plutôt que par... Voilà, mais parce qu'il y a un paradoxe, en fait, ouais. Il y a un paradoxe, ouais, il se suicide au lieu de... L'idée du paradoxe et tout ça est déjà présent dans la nouvelle, parce qu'il y a ce côté je fais pas, etc. etc. Et en fait, dans la nouvelle, il faut savoir que donc, le personnage principal que l'on suit est beaucoup plus proche de Pré-Crime, dans le sens où il a vraiment aidé à la création de Pré-Crime. Dans le film, il te parle comme quoi il est arrivé il y a 5-6 ans. Il a investi, mais c'est pas son truc, tu vois. Dans le film, il est arrivé... alors, c'est un peu frais dans ma tête, hein. Dans le film, il est arrivé parce qu'il a perdu son fils a disparu, et il s'est fait enlever, et donc, le truc, c'est qu'il va rejoindre Pré-Crime pour empêcher ce genre de choses d'arriver, et aussi parce que il a l'espoir, un jour, de peut-être retrouver son fils comme ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Dans la nouvelle, c'est assez différent, j'imagine. Bah oui, il y a cette histoire de l'enfant, il n'y a pas, et tout ça, enfin... Je l'ai lu il y a 2 semaines rapidement, donc... Quand j'étais gamin, j'avais vu Minority Report, et je trouvais que c'est un film qui faisait peur, tu vois. Genre, quand j'avais 10 ans, à peu près 10-12 ans, je trouvais que c'était un film qui m'avait fait peur, parce que je me rappelle de cette scène où tu vois une meuf se faire noyer, tu vois, et j'étais mal à l'aise avec ça, tu vois, je le trouvais violent quand même. Et surtout pour un film de Steven Spielberg, je trouvais qu'il était différent de ce qu'il faisait d'habitude, on va dire. Je parle pas forcément des films, La Liste de Schindler, genre de choses, mais je parle de science-fiction qui est un peu différente, tu vois, qui est pas forcément comme ce qu'il avait fait. Qui allait plutôt vers le merveilleux, en général. Exactement. Et en fait, en le revoyant hier, je me suis rendu compte que ce film était quand même putain de bien, quand même. Franchement, était quand même vachement bien et vachement... qui faisait pas forcément peur, mais qu'il était assez angoissant et que voilà, c'est tout. Qu'il était assez angoissant, que c'était un film angoissant. Ouais. Ouais. Tout à fait, on va revenir dessus tout de suite après. Donc, on va parler d'abord de ce futur dans lequel se passe ce film, parce qu'il faut savoir donc que Philippe K. Dick, en fait, il décrit très peu le futur. Il y a très peu de description du futur, et justement, dans le film, il y a tout un travail de ce futur, comment il est présenté, et toi-même, t'as dit, il y a des technologies actuelles, comme par exemple les publicités cernées sur les personnes, bah ça, c'est ce qu'on a actuellement. Les publicités ciblées, ce genre de choses. Exactement, ciblées. Exactement, tout ça, c'est de l'actualité. Il faut savoir qu'en fait, Spielberg avait réuni des spécialistes
et il les a foutus dans Ah ouais un hôtel, ouais, carrément pour discuter de ça, pour voir comment pouvait être l'avenir, etc. Et en fait, il a créé ce futur en se basant sur l'avenir de ce qu'ils lui ont dit. Donc, par exemple, je pense que les publicités ciblées, on lui a dit ça va avoir lieu, tu vois. Moi, j'ai un souvenir de, à un moment donné, il rentre dans le métro, ou il rentre dans les transports, et tu sais, on scanne ses yeux. Bon, les yeux, c'est un peu l'élément un peu principal du film, enfin, un gros élément du film. Et c'est vrai que maintenant, on scanne pas forcément les yeux, mais effectivement, toutes les personnes qui prennent les transports, toutes les personnes qui sortent, il y a des caméras partout. À l'époque, dans les années 2000, il n'y avait pas encore des caméras partout, enfin, quand le film est sorti. Et alors encore en 1900, je sais pas si c'était dans la nouvelle, mais si c'était en 1955, tu m'as dit. Je pense pas qu'il y avait pas, qu'il y avait pas de caméra vidéo du tout. Et mais ça, c'est pas dans la nouvelle, ça c'est dans tout ce qui est univers, tout ce qui est vraiment description de l'univers, c'est vraiment plus centré dans le film, c'est vraiment développé dans le film. Mais c'est vrai que c'est, pour le coup, ouais, ça fait vraiment de ce film un vrai film d'anticipation, quoi. Vraiment, c'est assez dingue, quoi. Ouais. Et t'as remarqué aussi que, bon, ça après c'est l'univers Philippe K. Dick, Extended Universe, on va dire, dans le sens où cet univers qu'on retrouve dans Blade Runner, j'ai déjà vendu la peau de l'ours, je dis dans Minority Report, il ressemble pas mal à celui de Blade Runner, j'ai trouvé. Il ressemble, et je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à celui de Blade Runner que celui du 5ème élément, par exemple, tu vois. Ouais, genre, ouais, beaucoup plus. Après, pour le 5ème élément, je crois que c'est différent aussi, c'est parce qu'il y avait ça a été inspiré aussi du mec qui avait fait Valérian, enfin qui avait écrit Valérian, je crois. Mais ouais, effectivement, rien qu'au niveau des autoroutes, des véhicules, de ce monde autour, ce monde un petit peu genre... comment expliquer ? Mais ce monde froid, un peu Ouais, film froid, noir, ouais, avec exactement. la pluie et tout, tu vois, il y a ce côté Blade Runner en fait. Il y a ce côté un peu, en fait, plutôt dystopie que utopie, en fait. Vraiment, genre complètement, en fait. Enfin, c'est genre vraiment une dystopie à fond, quoi. C'est un futur froid, un futur où t'as pas envie forcément d'habiter, où tout le monde est fliqué, tout le monde est... Comme dans Blade Runner, en fait, où en fait tout le monde est fiché de partout, et ce genre de choses, quoi. Et de toute façon, je pense que c'est le futur sur lequel on se dirige, mais bon, voilà. Hakuna Matata. Je pense, franchement... honnêtement, je pense, quoi. Ouais. Oui, tout à fait, mais en fait, si tu remarques bien, le point commun que ce film a avec Blade Runner, c'est que c'est une science-fiction, certes, mais c'est avant tout un film noir. C'est-à-dire, c'est avant tout un polar noir, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que, par exemple, pour John Williams, quand il a composé la musique de ce film, et il l'a fait en mode film noir, c'est-à-dire, il l'a pas fait en mode Star Wars, tu vois. C'est vrai. Non, effectivement, la musique est... Tu vois, je savais même pas que c'était John Williams à la musique, parce que c'est... Alors attends, j'ai pas fait attention, mais John Williams d'habitude il est vachement dans un délire un peu plus classique, non là la musique pas forcément plus classique, si, je sais plus, je me rappelle pas vraiment. Je dirais que les films de John Williams, les musiques qu'on retient de John Williams sont généralement des musiques plus grandioses, toi, Superman, Star Wars... Là la musique passe un peu Jones, plus, tu vois, vite fait, comme ça, elle est plus... Pas vite fait, parce qu'il y a quand même des passages où tu dis ça c'est du John Williams, mais tu vois qu'elle est plus discrète, plus film noir, c'est moins aventure tatin, tu vois ce que je veux dire. Effectivement c'est plus une musique... Effectivement, ouais, c'est pas pareil que... Je repensais par exemple à Blade Runner ou la musique de Vangelis qui est pas du tout dans le même délire, quoi. C'est vraiment dans un truc beaucoup plus... Après, ça a été aussi... C'est un film des années 80, c'était un autre style de musique, mais ouais, effectivement, c'est assez différent, ouais. Effectivement, la musique de John Williams, c'est pas mal, en fait. Que je suis en train d'y repenser. Je repense à la... Je crois qu'il y a la scène de la course-poursuite, qui est pas mal, au niveau de la musique. Ouais. Et surtout, moi, je crois que c'est le thème de quand tu vois la femme... en train de se faire noyer, tu sais, les images, et tu sais, il y a ce ton, ce thème avec la musique, enfin je sais pas, je trouve ça très beau en fait. Et c'est ça qui fait surtout froid dans le dos en fait. Dans les films en général, ce qui fait le plus peur en général, c'est la musique aussi. Et quand la musique... Ça dépend, mais c'est un élément important. Ouais. Enfin, je veux dire, la musique est un élément important d'un film qui aide à être beaucoup plus dans l'immersion par exemple. Tu dis ça parce qu'il noie une femme ? Ah bah non mais... Ça aide dans l'immersion. Non, ça aide à être plus dans le film quoi, effectivement. Ouais. Mais donc on a donc cet avenir avec plein de publicités, on a cet avenir aussi avec de la pluie, il pleut pas mal dans le film. Et d'ailleurs c'est là-dessus que je voulais revenir, c'est visuellement le film en règle générale il est assez sombre, il faut savoir que Spielberg voulait que ce soit un film sombre justement pour coller à l'ambiance film noir. Et il voulait donc que ce soit un film avec des couleurs désaturées, très sombres. D'ailleurs, il y a même les lumières, tu sais, il y a ce côté, tu sais, comme si elles étaient un peu agressives, tu sais, comme si on n'avait pas bien réglé on appelle ça déjà l'iris, j'ai envie de dire, on appelle ça. La lentille. Tu sais, voilà, pour la gestion de la lumière, qui donne ce côté vraiment film
particulier, et moi je vais te dire un truc, ça c'est une interprétation personnelle de laquelle je qu'on parle, j'ai un peu l'impression que ce film est tourné avec la thématique de l'eau. Avec la thématique de l'eau. Développe. Je m'explique, voilà. Au début, t'as le logo de la 20th Century Studio, c'est ça? C'est comme ça qu'on doit dire actuellement. 20th Century Fox, ouais. Voilà, c'est la Fox, et tu vois déjà que, alors, c'est gris, et il y a des vagues par-dessus, comme s'il y avait de l'eau. Ensuite, t'as les premiers noms qui apparaissent, c'est toujours gris, mais t'as toujours cette sensation de vague. Et ensuite, t'as le premier... t'as les images du meurtre que tu disais, ça se passe, c'est un meurtre dans l'eau. Ensuite, on a les précogs qui sont dans l'eau, etc. Exactement, ouais, les précogs sont dans l'eau. Si tu regardes dans le film, il y a plein de passages qui se passent sous la pluie, ou même quand par exemple, Tom Cruise, il regarde les souvenirs de son enfant et de sa femme et tout ça, tu vois qu'il pleut, donc ça, la pluie tape contre la fenêtre, et on voit les ombres sur son visage de la pluie. Surtout quand il perd son fils, il est sous l'eau. Exactement. Et je reviens même d'ailleurs sur cette scène, c'est le seul moment, quand il est en dehors de l'eau au début, où les couleurs et tout ça sont normales. Ouais, en fait c'est ça en fait, alors c'est-à-dire qu'il associe l'eau, enfin le film associe l'eau à un moment de mal-être ou un moment qui a été dur et... Enfin un truc comme ça quoi, genre... avant que... Oui, c'est vrai que les couleurs sont normales avant, enfin elles sont encore un peu désaturées ou ce genre de choses, tu vois, mais un peu plus normales. Et je parle dans le flashback, au début elles sont normales. Ouais, ensuite, alors oui, d'accord, ok. Et après tout le reste du film, elles sont super sombres. Quand il commence à perdre son fils, oui là, l'image n'est pas forcément la même, tu vois. Et effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais il y a vraiment ce thème de l'eau en fait. Genre, à chaque fois que l'eau est là... De toute façon, bon, la pluie, ça aide vachement au côté triste de quelque chose, d'une œuvre. L'eau aussi, enfin, c'est pas forcément... Voilà, effectivement, mais c'est... effectivement, c'est un bon parallèle, ouais. J'y avais pas pensé, effectivement. Et si tu regardes, t'as plein de passages où justement, comme je te dis, il y a soit de la pluie contre des fenêtres qui fait de l'ombre sur les personnages où ils reçoivent les ombres, soit même pas forcément de l'eau directement, mais tu vois, par exemple, cette atmosphère sombre comme ça, moi j'ai un peu l'impression comme si le film se passait sous l'eau. J'exagère évidemment. Hein, non, mais c'est... Ouais, non, je vois. Niveau qualité d'image. Et donc je me suis posé la question, est-ce que l'eau représente finalement, enfin cette qualité d'image qui moi me fait penser à l'eau, qui est liée à l'eau, représente en fait le malaise du personnage qui est resté coincé finalement sous l'eau quand il a perdu son fils. Putain, c'est profond, c'est très profond. Je pense que... Non mais je pense que c'est... Alors oui, mais non, je pense que c'est vrai, non mais... Effectivement, c'est très bien réfléchi, franchement, c'est... J'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. Ouais, je pense que oui, à partir du moment où, comme tu as dit, à partir du moment où on a cette scène où c'est en couleur normale, et quand il perd son fils, qui est donc sous l'eau, et qu'à chaque fois il y a de l'eau, ce genre de truc, on peut se dire que oui, il est resté sous l'eau, qu'il est resté... qu'il est dans un autre monde, qu'il est plus lui-même, qu'il est... que l'ancien... John est mort, en fait. Enfin, et à la fin, si tu regardes bien, il pleut pas. À la fin, quand... Justement, c'est là où j'ai un petit truc. Ah ouais? Vas-y. La scène où il est avec sa femme qui est à nouveau enceinte. Qui est enceinte, ouais. Ouais, qui annonce l'avenir. Et il sourit, il pleut pas. Il sourit, mais il a le reflet, tu sais, les ombres contre la vitre où il y a de la pluie. Donc il y a quand même de l'eau. Et il pleut dehors dans cette scène à la fin? Si. J'ai vérifié. Pendant tout le film, j'avais cette théorie, donc je regardais bien l'eau, tu vois, j'étais en mode... tu vois, et je l'ai vu là. Et je me suis dit, donc il est pas totalement... Si on se base sur cette théorie, ça voudrait dire qu'il est pas totalement libéré. Mais ça voudrait peut-être dire que malgré tout, il y a toujours cette noirceur au fond de lui. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les personnages n'ont pas évolué? Et tu vois, c'est là où ça casse un peu ma petite... Tu vois, le seul moment où il y a du soleil dans le film, c'est à la fin, quand je remarque un peu, tu vois. Genre le seul moment où la couleur est belle, où par exemple, tu vois, c'est quand elle est précoque dans la maison, et qui sont entourés d'eau, encore une fois. Ouais. Alors bon, est-ce que là... Mais eux, ils sont pas dans l'eau, ils sont sortis de l'eau à ce moment-là. Là, ils sont sortis de l'eau, ils sont sur une île entourés d'eau. Alors que d'habitude, ils étaient dans l'eau. Effectivement, ouais, il y a... Moi, je repense aussi, bon, après, je pense pas que c'est voulu, hein, mais il y a la scène où j'allais dire c'est ridicule, mais où tu sais, il y a la scène des jetpacks dans la rue et ils sont sur l'eau à un moment donné. Je sais pas, genre... Maintenant, il va boire de l'eau partout. Je crois pas, là, d'un coup, je vois l'eau partout, genre à un moment donné, je l'ai vu boire un verre d'eau. Non, c'est c'est vrai que c'est... Non, mais la scène, ce que tu dis, effectivement, le message sur l'eau, je pense que c'est celui-ci. Après, t'en parlais la dernière fois, je crois, sur un de tes lives, ou je sais plus, quelqu'un disait ça, je crois, que on peut trouver des... Quelqu'un disait qu'on pouvait retrouver des significations à tout, et que ça se trouve, c'est notre opinion, enfin, c'est notre... C'est pas forcément la vision du réalisateur, qui lui a peut-être pas voulu dire ça. Mais c'est une vision qu'on peut se donner. Mais effectivement, quand c'est aussi marquant que ça, on peut se dire, je pense que
même si c'est léger, peut-être qu'il y a un petit truc dans le sens, il a voulu faire ça comme ça, tu vois. Pas forcément un truc assumé, mais un truc, même si c'est un peu genre inconscient, tu vois. Quelque chose comme ça. Mais là, il y en a beaucoup. Tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas l'air d'être juste inconscient. Parce qu'il y a vraiment de l'eau, je parle, qu'il y ait la qualité d'image noire pour donner un côté film noir, ok, mais le principe de l'eau est très présent. De toute façon, à partir du moment, comme tu dis, à partir du moment où il est dans la piscine et que la lumière est normale et que quand il remonte, c'est à ce moment-là, je crois, quand il remonte, la lumière est encore normale. Elle est encore normale, mais quand il commence à chercher son fils, elle commence à changer. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de bruit, on n'entend que lui qui crie, enfin, ce genre de choses. Et ouais, je pense que tu as raison, effectivement, ouais, c'est ça. Et si tu regardes bien, par exemple, quand il est avec ses doigts en train de manipuler les écrans, tout ça, il y a aussi cette sensation, entre guillemets, d'eau, déjà parce que l'image est sombre, mais aussi parce qu'on le voit en transparence à travers ses écrans et tout ça. Donc comme s'il y avait quelque chose. Donc voilà, comme j'ai dit, ça c'est une théorie personnelle. Mais c'est une bonne théorie, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Mais je pense qu'elle n'est pas inintéressante, voilà. Honnêtement, ouais. Pas mal du tout, ouais. Donc le film, il se veut aussi un petit peu philosophique, qu'on le veuille ou non, une réflexion sur ce qu'est sur la justice, mais aussi finalement sur le contrôle, puisqu'on a ce pré-crime qui a arrêté, c'est quoi, 90%, voire même plus des meurtres. Je crois que c'est ça, c'est 100%. Mais genre, ils ont pas eu un seul crime, à part, ils disent, les seuls crimes qu'on a, parce qu'à un moment donné, pour le sondage de Colin Farrell dit, mais alors comment ça se fait que vous n'arrêtez pas les viols, vous n'arrêtez pas les viols, les vols et les braquages, ce genre de choses. Et ils disent parce que les précogs ne voient seulement que les meurtres passionnels et les meurtres prémédités. Ouais, donc ils ont déjà réussi à éradiquer cela, c'est vrai. Et en fait, le film pose la question de, en fait, un truc tout à fait d'actualité, c'est-à-dire, sur le principe, arrêter les meurtres et tout ça, c'est génial, mais quel est le taux de liberté que l'on est prêt à perdre par rapport à cela? Et là, il y a toute une réflexion. Ils disent à un moment donné, je me rappelle, genre... ça me choque qu'il y ait encore des gens qui planifient des meurtres, un truc comme ça. Ouais. Parce que comme ils peuvent savoir exactement tout, c'est vrai que c'est... Mais il y a cette réflexion qui est centrale au film, qui est, à partir du moment où on crée une technologie comme ça, est-ce que on a le droit, humainement parlant, d'incarcérer quelqu'un, est-ce qu'on a le droit d'enfermer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas commis en fait, mais qu'il voulait commettre, que lui ne voulait pas forcément commettre, mais que son futur voulait commettre. Et donc là, on crée le paradoxe encore plus, c'est-à-dire que en fait, le problème, c'est que ce film me dit, et c'est ça qui est un peu compliqué aussi à comprendre, c'est que ce film dit que ça marche comme ça, voilà, mais il y a quand même clairement un paradoxe, en fait, depuis le début. Le paradoxe, c'est que, eh bien, on les empêche de les tuer. Donc ça veut dire que, c'est un paradoxe également. Une petite possibilité qu'il ne le fasse pas. Mais en même temps, il y a le moment où Tom Cruise lance la boule et le personnage de Colin Farrell la rattrape. Il fait « Pourquoi vous l'avez attrapée ?» Il fait « Parce qu'elle allait tomber. » Comment est-ce que vous le saviez? Bah parce que on le sait que ça va tomber. Ouais, c'est ça, exactement. Et cette scène est royale, j'adore, effectivement. Je trouve ce film hyper bien écrit. Ouais, non, tu vois que en fait, comme Mission Impossible 2 avait pris du retard dans la manière d'être, enfin dans son tournage, ça a permis de retravailler le scénario pour qu'il soit bien travaillé et bien précis. Et ça se ressent, tu vois. On voit que le film est très bien écrit, très précis, etc. Mais ça fait plaisir de voir Tom Cruise en plus dans un rôle comme ça, tu sais, différent de ce qu'il fait maintenant, ou différent de l'espion Tom Cruise, ce genre de choses que... Ça fait plaisir, c'est comme par exemple quand je l'avais vu dans Edge of Tomorrow où il joue un rôle totalement différent de ce qu'il fait d'habitude, tu vois, genre un lâche. Bon, il a fait plusieurs types de rôles quand même dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il joue des rôles différents et mais maintenant, très souvent quand je pense à Tom Cruise, tout de suite, quelqu'un il va pas te dire Minority Report, tu vois, il va dire c'est l'acteur de Mission Impossible quoi. Genre, ça c'est parce qu'il parle des films récents, mais c'est quelqu'un qui a suivi vraiment sa carrière, il va te dire plusieurs choses. Il va te dire il y a eu des étapes, il y a eu ci, il y a eu ça. En tout cas, ouais, Minority Report. Il y a cette scène dans l'ascenseur aussi. Je sais pas, tu vois la scène dans l'ascenseur ou pas où il croise Colin Farrell. Où il croise Colin Farrell et qu'il y a une espèce de quiproquo bizarre où en fait Colin Farrell va lui dire je t'ai chopé, je t'ai maintenant, genre t'es dans la merde parce qu'il est allé chez lui, il lui a trouvé de la drogue et lui va péter un câble, il va parce qu'il pense en fait, donc le personnage de Tom Cruise, donc John,
va penser que le personnage j'ai oublié comment il s'appelle le personnage de Colin Farrell. Bref, eh bien, il va penser que, donc, le personnage de Tom Cruise va penser que le personnage de Colin Farrell sait qu'en fait, bah, il est sur la sellette et que, bah, il va commettre un meurtre. Mais en fait, il le chope juste parce que il a de la drogue. Et donc, il va y avoir une espèce de quiproquo où les deux vont pas se comprendre. Et à un moment donné, il va dire un truc, Colin Farrell va dire un truc du genre, tu vois, je sais très bien que tu vas pas tirer parce que j'entends pas d'alarme. Et d'un coup, il y a une alarme qui sonne. Et d'un coup, tu vois sa gueule qui est comme ça, genre il sourit, et d'un coup il fait genre, ok. Là, il fait moins le malin, il est là, genre putain de merde. Et je trouve qu'il est intéressant dans ce film, c'est que tout de suite, quand tu vois le personnage de Colin Farrell, tu dis, ah bah lui en fait, c'est vraiment le salaud de service, ça va être le méchant du film, ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte que, bah non, en fait, c'est juste un flic normal qui fait son taf, et qu'il a pas forcément d'a priori, et que justement, il va d'une certaine façon poursuivre l'enquête que John avait commencé, que le personnage de Tom Cruise avait commencé, quoi. Ouais, mais c'est intéressant la scène de l'ascenseur que tu cites, parce qu'en fait, cette scène nous rappelle aussi que le film, il y a pas mal d'humour, en fait. Ouais, effectivement. Ouais. Super sombre, super dépressif, c'est-à-dire, il y a des moments où il y a de l'humour. Par exemple, il y a la scène, tu sais, où Tom Cruise, il perd ses yeux, là, qui partent en roulant, et lui, il court derrière pour le rattraper. Tu dis, wow. Effectivement, ouais. Il y a pas mal d'humour, j'ai remarqué ça, je me suis dit, mais c'est marrant... Tu sais, genre, Steven Spielberg, c'est quand même un mec qui fait souvent de l'humour dans ses films, quand même. Pas tous ses films, attention, mais qui trouve quand même toujours un moyen de faire de l'humour, mais intelligemment, tu vois. Il va pas aller faire une blague pipi caca ou ce genre de choses pour désamorcer la situation. Mais c'est quand même un mec qui va réussir à faire de l'humour avec quelque chose dans le plan, ou quelque chose... Enfin, pas forcément quelque chose dans le plan, justement, avec les personnages ou ce genre de choses. Et d'un personnage sérieux, ou qui peut être méchant, ou qui peut faire un peu peur, tu peux avoir limite un comic relief. Par exemple, je pense au personnage de l'acteur, c'est Peter Stormare, c'est l'acteur qui est dans Prison Break ou dans Bad Boys, tout ça, dans Armageddon, qui est dans le film, et qui joue une espèce de chirurgien esthétique qui va lui enlever les yeux. Et cette scène est dégueulasse. Tu vois, par exemple, cette scène, elle est drôle, mais elle est dégueulasse. Tu sais, quand il lui dit « Oui, je t'ai fait un sandwich », Ouais. Attends, t'as vu le petit hommage à Orange Mécanique ? au moment où les yeux comme ça, ouverts. Non, quand il lui met l'appareil comme ça, puis qu'il lui met le truc, tu vois ça, tu fais « Ah, Spielberg a rendu hommage à son pote, là !» Ouais, il y a un truc qui est pas mal dans ce moment, et cette pression surtout de, tu sais, cette scène où le mec lui dit « C'est important que tu te grattes pas ». Et il fait « Te gratte pas et ouvre pas les yeux ». Et tu vois, tu dis, bon, quand tu regardes ça, tu dis, bon, la première fois, tu dis, bon, bah, il dit ça comme ça va être c'est pas forcément un truc qui sera forcément utilisé plus tard, peut-être il dit ça parce que c'est drôle et parce que ça fait une petite blague, genre de truc, mais en fait, à un moment donné, t'as les mecs du pré-crime qui arrivent et qui envoient des araignées, et là, tu sais que tu te dis, putain, merde, s'il ouvre les yeux trop tôt, eh bien, il risque d'être aveugle, et dans ta tête, tu te dis, putain, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible, et qu'il se cache, ce genre de truc, pour que justement, il y a cette pression, tu vois, ce genre de choses. Un suspense, il est dans la baignoire comme ça, il y a l'araignée qui fait semblant, elle va partir, elle entend la goutte qui ça sort. C'est fou quand même, cette scène est folle quand même, franchement c'est... Alors déjà, comme elle est filmée, tu sais, en plan zénital, ouais. de haut en bas, comme ça, on passe d'une chambre à l'autre. J'ai trouvé ce plan magnifique. Ceux qui baisent, ceux qui font plein de trucs, tu vois. Ceux qui disent que Steven Spielberg, c'est... Bon, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais il y en a peut-être parmi eux qui disent ouais, bah Steven Spielberg, il filme, voilà, bon, c'est pas ouf comme réalisateur. Je trouve qu'il y en a, hein. Mais quand tu regardes ce plan... ce film, on a vu que l'image était travaillée. Ouais. Hein, superbement travaillée au niveau des couleurs. Après, on peut aimer ou pas, mais voilà. Au niveau de la caméra, la caméra, elle est toujours en mouvement. Exactement. C'est une généralité. Tu sais, quand il regarde les souvenirs de ses enfants, enfin de son enfant, t'as la caméra, elle fait un travelling. Elle se rapproche au bout d'un moment du mec, travelling avant, et elle tourne à nouveau autour du gars. Tu sais, pendant que la scène se déroule. Travelling, avancé, retravelling comme ça. C'est magnifique. Il y a un moment donné, je crois que c'est vers la fin, quand t'as le personnage donc, du vrai méchant, du directeur de pré-crime, et du personnage de Colin Farrell, et donc celui-ci, donc le personnage de Colin Farrell va, il faudrait que je retrouve son nom, ça m'énerve parce que j'en ai marre de dire le personnage de Colin Farrell, va lui expliquer son plan, enfin il va lui expliquer le cheminement, pourquoi il pense que c'est une... au moment où il réalise vraiment qui est vraiment le vrai cerveau derrière tout ça en fait. Et surtout la supercherie et le fait qu'il ait été piégé, ce genre de choses. Et en fait, dans cette scène, c'est très intéressant parce que, alors, il pleut pas déjà, mais j'ai remarqué qu'il pleuvait pas. En fait, il pleut pas souvent du côté des autres personnages en fait. Il pleut seulement du côté de Tom Cruise, si tu regardes bien.
non, parce que par exemple, le Docteur Fou, là, que t'as dit tout à l'heure, c'est justement pendant cette scène où je disais, il y a d'autres personnages, ils regardent par la fenêtre, et c'est pas de la pluie, mais on a, je crois que ce sont peut-être des plantes ou un truc comme ça, qui viennent quand même donner à peu près cette sensation... Donc je pourrais pas dire à 100% parce que je l'ai vu il y a 2 semaines, parce qu'il y en a un qui a... Par exemple, t'as cette scène, alors moi ça m'a marqué légèrement, mais quand même un petit peu, genre, où t'as la caméra qui est débulée, tu sais ce que c'est débulé, hein, c'est quand t'as la caméra et pas comme ça, mais elle est un peu comme ça, ou légèrement comme ça, ce qui fait que t'as cette impression de malaise un peu, tu vois, et de gêne. Et dans cette scène, je sais pas si tu te rappelles, ou peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que la caméra était un petit peu tournée, ce qui fait qu'on a le personnage du méchant, un petit peu plus loin le personnage de Colin Farrell, à droite, à gauche, et c'est un peu tourné, et tu sais que d'emblée, comme tu sais que d'emblée tu sais qu'il y en a un qui est... Enfin, tu sais pas à ce moment-là, mais tu dis... La situation est malaisante, tu vois. Et comme la situation est malaisante, c'est filmé d'une certaine façon, eh bien... Tu sais qu'il va arriver quelque chose, tu vois. La façon dont il parle, la façon où quand il dit, par exemple... Est-ce que tu entends les... Ah, je n'entends personne dans l'escalier. Je n'entends personne dans l'ascenseur. Ça veut dire que personne ne va venir. Tu sais pourquoi ? Parce que les précoques sont occupés, ils ne voient plus l'avenir. Et là, tu sais, et en fait, je trouve que cette scène est bien amenée, ce moment est plutôt bien amené cinématographiquement parlant, quoi. Effectivement. D'ailleurs, je profite vite fait, petite parenthèse, quand on a parlé entre guillemets, de la philosophie, on voit que Pré-Crime fonctionne en torturant des précogs. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui ont eu des soucis, et on voit qu'ils sont dans l'eau, on voit qu'ils sont pas bien, on leur dit qu'ils sont shootés, exactement, ouais. Voilà, ils sont shootés. Tu vois que les mecs... Tu vois, on voit que c'est un système qui est d'un côté idéal, mais qui demande certains sacrifices. Exactement. La question. Et limite, tu vois, enfin genre... alors, c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais limite, j'ai l'impression que en fait, le meurtre du méchant est pas un meurtre vainement méchant, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est un meurtre... on va dire... idéologique. Idéologique, exactement, ouais. Parce que il tue la mère de la fille qui est une des précogs. Il va la tuer pour justement qu'elle la récupère pas, et justement pour que le programme pré-crime existe toujours, parce que c'est elle qui est l'élément important dans le pré-crime, qui est vraiment on va dire le personnage qui voit vraiment l'avenir. Ils disent à un moment donné, hein, la fille est le plus important, importante, les deux garçons sont à côté, ils sont moins importants, et limite on pourrait les remplacer, quoi. Alors que la fille, non. Et donc c'est un meurtre idéologique, effectivement. Ouais. Est-ce que t'as vu le nom des précogs ? Alors, attends, rappelle-les-moi. Ça s'appelle comment ? Celle qui kidnappe. J'ai pas tous les noms. Alors, celle qui kidnappe, c'est Agatha. Agatha, et ensuite les autres, tu sais, les noms, j'en ai un seul que je connais. Vas-y. Il y en a un, c'est Arthur. Ouais. C'est que des A ? L'autre, je sais plus. Hein ? Que des A ? Non, en fait, il a changé les noms qui étaient dans la nouvelle pour donner des noms, justement, d'auteurs policiers. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle... Ah ouais, putain, c'est stylé. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, il a envie de placer, quoi. Effectivement, d'accord, ok. Voilà. Comme on est dans un film policier, parce qu'en fait, on est dans un film de science-fiction, on n'est pas dans un film d'action et tout ça, on est dans un film noir, un film policier, tu vois. Ouais, la scène d'action. Je me rappelle quand j'étais gamin et que je suis allé voir ce film au cinéma, je pensais que ça allait être un film d'action, tu vois. Et en fait... il y a une scène d'action, c'est tout. Il y en a 2 ou 3. Moi, j'en reconnais 3. La scène d'action, la première que je vois, c'est la scène avec les jetpacks dans la rue, alors soit elle a mal vieilli, soit je la trouve très cheap, soit je sais pas, mais en fait, elle est très bizarre cette scène d'action, parce que... Alors, autant, je suis désolé, hein, il y a mon chat derrière qui arrête pas de faire des allers-retours, je suis désolé. En fait, il y a cette scène dans la rue qui fait que, en fait... on a le personnage de Tom Cruise, donc c'est clairement ses potes, c'est clairement ses collègues, il a pas envie de leur faire du mal, tu vois. Il a pas envie de leur faire du mal, il a envie de s'échapper, mais à un moment donné, il va pas se défendre dans le sens où il va pas les frapper. Si tu regardes bien, il les frappe pas, il ne frappe personne, enfin il les dégage, tu vois, il les renvoie juste, tu vois. Les policiers, eux, enfin les mecs qui veulent l'arrêter, lui, ils me mettent des coups de poing, ce genre de choses. Lui, non. Par exemple, il va prendre le jetpack d'un mec à un moment donné, il va dire c'est bon, t'es bien accroché, c'est bon, tu résistes, tu vas bien. Et même les combats, c'est plus de la fuite qu'un mec qui est énervé ou quoi que ce soit, et il y a une forme de respect en fait envers ses collègues. Tu vois, ce genre de choses. Et c'est léger, tu vois, on pourrait s'en foutre, mais je trouve ça plutôt intéressant le fait que, en fait, son personnage, ça le rend encore plus gentil, tu vois, ça le rend encore plus innocent, tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ouais, tout à fait. Mais en quoi est-ce que cette scène a mal vieilli? Par rapport au moment où ils sont avec les jetpacks, je trouve que ça fait très fond, soit fond bleu, soit très câble ou ce genre de choses. Je trouve que leur lévitation ou comment ils bougent, je trouve qu'ils ont une façon de bouger qui fait très comme s'ils étaient raccordés à des câbles ou par fond vert. Alors, je suis assez d'accord avec toi, on sent quand même qu'il y a un certain vieillissement, on va dire, mais ça reste quand même vachement bien en fait. Ouais, oui, non, mais clairement, j'étais choqué du réalisme et à quel point ce film est bon dans sa réalisation, mais surtout dans les effets spéciaux, alors que c'est un film qui... Alors, j'en ai parlé, je suis désolé, hier, mais Jurassic Park 3, c'est sorti en 2001, le Minority Report, c'est sorti en 2002, entre les deux, il y a un an de différence. Tu dis que, par exemple, même Star Wars épisode 1 est sorti en 2000, enfin, 99-2000, tu vois la différence, c'est juste impressionnant, quoi, genre, c'est... Il n'y a pas le même... Et en fait, pourquoi je pense? Parce que Steven Spielberg, c'est un mec qui utilisera les effets spéciaux, qui utilisera la CGI seulement quand... alors, ça a changé depuis avec Ready Player One, mais c'est un mec qui va utiliser les CGI seulement quand ça peut servir son récit et quand il n'a pas d'autre choix, en fait. Alors qu'un mec comme George Lucas, par exemple pour Star Wars, c'est un mec qui va se reposer essentiellement sur... C'est un mec qui va se reposer essentiellement sur son fond vert, sur ses fonds bleus, et qui est un peu du genre adepte du bon bah écoute, on verra en post-prod, tu vois. Et c'est ça qui fait que Steven Spielberg, sa réalisation, enfin les images qu'on voit, elles sont toujours actuelles parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments physiques, pratiques, que d'éléments CGI, effets spéciaux, je pense. Voilà. Ouais. Bah, en tout cas, moi, tu vois, je rentre juste sur le principe que ça reste encore tout à fait bien fait. Mais je pense aussi que tu vois, la qualité d'image, là, justement, sombre, bleu, gris métallisé, eh ben, ça aide à cacher aussi certains défauts, tu vois. Parce que l'image en elle-même fait fake, tu vois, d'une certaine manière. Mais elle a un charme. Et je pense que ça aide aussi à cacher un peu certains défauts qu'on aurait pu... Les scènes d'action, tu disais, donc tu vois, moi je vois celle-ci, donc celle des jetpacks. La deuxième, la scène de l'autoroute, quand il s'échappe et qu'il saute de voiture en voiture. Ouais, mais c'est marrant parce que dans mon souvenir c'était un peu la même scène. non. Alors effectivement, c'est la même scène, mais il y a une coupure entre les deux à un moment donné, tu vois. Genre, Je dirais qu'il y a des phases. Il y a des phases en fait. Par contre, alors il y a vraiment une troisième scène qui, elle, n'est pas dans cette scène normale. C'est la scène de. Ah putain, je l'ai plus. Ah non, je l'ai perdu, attends. Tu vois vraiment pas du tout de quelle scène je parle? Je vais essayer. Est-ce que tu parles pas de la scène où le personnage de Tom Cruise se bat avec Colin Farrell dans la truc d'assemblage de voitures? C'est celle-là, pardon, oui, c'est celle-là. Parce qu'elle fait pas partie de la course-poursuite. Continuité. Mais non, parce qu'elle en fait pas partie, elle fait pas partie de la même course-poursuite. Ah si, c'est dans la même, effectivement. C'est la conclusion de la course-poursuite, effectivement. Mais comme c'est séparé par des moments de calme, ou tu sais, ou d'autres scènes, tu vois, d'autres scènes en même temps, peut-être. Je me rappelle plus ce qu'il y a entre les deux. Moi, il me semblait que c'était plus ou moins la même. Alors, après, peut-être il y a des moments qui font que c'est pas la même. Moi, il me semblait que c'était une espèce d'évolution, c'est-à-dire qu'il part de l'un, ensuite il y a l'autre, voilà. Effectivement. Mais après, bon, on joue sur les mots, mais en tout cas, c'est le même passage du film. Ouais, et bah, cette scène de course-poursuite, en tout cas, est très impressionnante, mais il y a peut-être un moment donné où je me suis dit, bizarre, c'est le moment où il est dans la voiture, et que tu sais, il y a la chaîne d'assemblage de voitures, ouais. et il sort dans la voiture. Et en fait, clairement, tu vois un fauteuil qui arrive sur lui, et sa tête qui est genre oh non, je vais mourir. Il s'est passé quoi là en fait? Genre, est-ce qu'il s'est pas planté sur lui? Est-ce qu'il a eu le temps de se relever? Bon, c'est pour faire un petit truc, genre il arrive. Il sort de la chaîne d'assemblage, il est dans la bagnole, il peut la démarrer. Et ça, c'est drôle, ça c'est bon, ça, franchement, c'est le futur que je veux, ça. Putain, les voitures où t'as juste rien à faire Mais tu vois, même le design enfin, le design, cette scène que j'avais beaucoup aimé, c'est au début du film où il arrive, il est dans sa voiture, et il arrive, et sa voiture vient s'incruster dans sa maison. Ouais, ça c'est vachement cool. Et ça, c'est grave cool en fait. Et il a juste à. Tu vois, il fait un truc du genre je suis à la maison, I'm home, tu vois. Un truc comme ça. Et là, toutes ces lumières s'allument. Et bah, c'est de la domotique, et à l'époque, ça n'existait pas, donc la domotique, et c'est ce qu'on a maintenant avec les OK Google. Attends, non, parce que j'ai un OK Google, il va parler sinon. Avec les OK Google, avec les Alexa, avec les OK Google, avec tous les trucs de domotique, ou par exemple, quand tu rentres chez toi maintenant, t'as juste à dire un mot et toutes les lumières vont s'allumer si t'as des trucs connectés. T'as juste à dire un truc et la télé va s'allumer, ce genre de choses. T'as rien à contrôler. Et c'est un truc, encore une fois, qui fait que tu te dis ah ouais putain. Bah c'est quand même, ils ont vu juste, tu vois, quand même, ils ont vu bien juste. Bon, on a toujours pas de jetpack, mais et on a toujours pas oui, bon, on a toujours pas de jetpack dans la police.
dans l'armée, je sais pas. Et on a toujours pas de petites araignées qui sont ultra cool pour contrôler les gens. Mais Puisque t'es fan de James Bond, je te donne une petite anecdote. Tu connais Opération Tonnerre? Ouais. Tu sais, au début, James Bond utilise un jetpack. Ouais. Bah ça, en fait, c'est un jetpack, c'est un prototype de l'armée américaine, je crois américaine, Ah ouais? qui finalement a été abandonné parce que ça coûtait trop cher pour ce que c'était, etc. Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film et tu te dis, c'est quelque chose qu'on a actuellement, tu vois, quelque chose qui a été développé, à part les objets. D'abord, je vais dire un truc qu'on n'a pas parlé, les écrans tactiles. Les écrans tactiles, oui. Toujours pas de réalité augmentée, par contre, hein. Enfin, ça arrivera. ça arrive, ça commence à arriver, mais toujours pas au point comme ça. Mais pour dire que, en effet, et comme j'ai dit, il a réuni des experts, et donc ce futur, bah, l'avantage c'est que il est très crédible. Peut-être qu'un jour ce sera même plus un film de science-fiction. Non, un jour ça sera un film, clairement, on est dans... Un vieux polar, un vieux polar qui était dans le délire, quoi. Exactement dans le délire. Ouais. Non, les écrans tactiles sont cool. Qu'est-ce que tu penses du jeu des acteurs, franchement? Alors justement, le jeu des acteurs est intéressant. Honnêtement, Tom Cruise, tu vas te foutre de ma gueule, mais je le trouve pas exceptionnel. Par contre. Je le trouve pas exceptionnel non plus. Mais il n'est pas exceptionnel. Il y a la scène où Agatha, la précog, elle lui parle de ce futur qu'il aurait pu avoir, tu vois, où il se met à pleurer, tout ça. Et là, on voit que bon, il montre des émotions et tout ça. Mais en règle générale, je trouve pas qu'il ait une interprétation exceptionnelle. Il faut savoir que Tom Cruise, c'est comme le vin, il s'est amélioré avec le temps. Ouais. Je trouve. Mais tu vois, quand tu regardes Mission Impossible 2, je trouve qu'il est plutôt bon dedans, et pourtant c'est sorti un an plus tard. Hein. Mais ça a été tourné avant. Ah, donc oui, effectivement. Bon. Mais là n'est pas la question. Dans ce film, en tout cas, je trouve que il est un peu... Mais c'est peut-être le personnage aussi, qui soit un peu inexpressif, un peu froid comme ça, mais je pense qu'il aurait quand même pu mieux faire. Moi, j'ai surtout été impressionné par la performance de Colin Farrell. J'avais oublié à quel point cet acteur était très bon, quand même. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est un peu... Pas tombé dans l'oubli, attention, c'est toujours un acteur qui fait beaucoup de films. Mais c'est un acteur qui était très à la mode dans les années 2000, surtout après qu'il ait fait... fin des années 90, je crois, quand il a fait Fun Game. Je sais plus quand date ce film, je crois que c'est début des années 2000, fin 90. Et donc, il était devenu très à la mode, cet acteur. Et donc, on le voyait beaucoup dans beaucoup de films. Et de moins en moins, on le voit dans des films. Le dernier film où je l'ai vu dedans, c'était avec The Gentleman. Où il est dedans, mais en fait, j'avais oublié à quel point cet acteur était puissant, à quel point il était intéressant, à quel point il jouait bien, et je trouve que, alors je sais pas si t'es d'accord ou pas, hein, mais je trouve pour moi, c'est un des meilleurs rôles du film, quoi. Par contre, j'ai du mal avec le personnage d'Agatha. Agatha, bon, son personnage est un petit peu particulier. En plus, l'actrice, elle avait dit que c'était un rôle très difficile à jouer parce qu'elle était tout le temps dans l'eau et tout. Pour la petite anecdote, ceux qui savent peut-être pas, Agatha, c'est Samantha Morton, qui est rasée, qui est complètement chauve, et Samantha Morton, pardon, c'est l'actrice qui fait Alpha dans The Walking Dead là maintenant, et qui est également rasée complètement, et donc c'est la deuxième fois qu'elle se rase complètement pour un film, quoi. Donc en d'autres mots, sa carrière est mieux quand elle se rase. Exactement, mais elle est un peu, moi je la trouve un peu trop dans le surjeu, ou un peu trop genre, elle crie, tu vois, à un moment donné, genre... Ouais, mais c'est pour montrer qu'ils sont totalement... Braque, complètement taré, quoi. On nous montre la souffrance des précogs tout le temps, hein, pour bien te faire comprendre que non, c'est pas normal. Oh, maintenant que j'y pense, il y a une scène qui est super cool, qu'on a déjà vue depuis, tu sais, ça fait un peu Jason Bourne, c'est quand justement le précog il lui fait « Prends le parapluie, prends le parapluie !» Mais oui, j'allais parler de ça en plus. À ce moment-là, ça sert absolument à rien. Et après, il lui fait « Arrête-toi !» Et puis en fait, ils sont cachés derrière les ballons, et après, quand il sort, pouc, le parapluie... C'est vrai qu'il y a à peu près la même scène dans Jason Bourne, effectivement. Genre où t'as une meuf qui lui dit... Pas tout à fait, mais c'est ce genre de truc, c'est-à-dire où c'est une poursuite, on va dire, tactique, où on regarde les trucs à l'avance. On va déformer le visuel, ce que voient les antagonistes, ce genre de choses, les protagonistes. Il y a un truc comme ça aussi dans Next, je crois, dans le film avec Nicolas Cage, justement adapté de Philippe K. Dick, parce qu'ils vont à l'avenir. C'est adapté de Philippe K. Dick aussi, Next? Next, en tout cas, c'est inspiré, en tout cas, ouais. Minority Report, c'était un bon film. Le méchant, tu le voyais, franchement, quand tu t'en rappelles, quand t'étais plus jeune? Est-ce que tu te rappelles que tu disais... Est-ce que c'est cousu de fil blanc, le film? Parce que il y a beaucoup qui reprochent au film d'être un peu trop... on sait ce qui va se passer, tu vois. C'est un peu particulier parce que le film fait en sorte qu'on sache ce qui va se passer, puisque c'est le principe du film, c'est de savoir ce qui va se passer. Oui, mais pas par rapport à ça, dans le sens où on sait, on peut se douter qui est le vrai méchant limite dès le début, quoi. Oui et non, parce que au début du film, on se demande pas s'il y a un méchant. Alors pas au début, mais au milieu du film, tu vois, quand tu vois le meurtre, quand les trucs, c'est associé à lui. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux histoires, en fait, dans ce film. C'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est qu'il y a la principale histoire, qui est l'histoire de... Il doit sauver sa vie pour montrer qu'il est innocent.
pendant tout le film, on va suivre, et nous, on n'y croit pas, on est avec le personnage, on a envie d'y croire, on n'y croit pas, voilà. Et le personnage n'y croit pas non plus, donc on se dit, bon, il connaît pas le gars, comment c'est possible, c'est un coup monté, on comprend pas. On se rend compte à un moment donné que, en fait, c'est un coup monté, clairement, et que la vision qu'ont vu les précogs, c'est une vision différente que de la réalité. Enfin, c'est une vision qui devait s'arrêter au meurtre, mais pas après. Et donc, comme il ne le tue pas, eh bien, la personne va lui dire, mais en fait, j'aurais dû mourir, en fait, j'ai été payé pour. Et à ce moment-là, tu te rends compte que quand tu fais le parallèle avec l'autre histoire de meurtre dont on parle au début, qui est comme ça un petit peu anecdotique au début, eh bien, tu te rends compte qu'il y a peut-être un rapport, tu vois, même sûrement un rapport, en fait. Et que tu peux trouver facilement, je trouve que tu peux te dire facilement qui est le méchant, en fait. Peut-être, mais ça n'enlève pas le principe du film. Parce que même si tu sais que c'est le méchant, toi, par exemple, en revoyant le film, je savais que c'était le méchant. Ouais. Et ça n'empêche pas le principe, l'enquête, déjà, bon, tout ce qui est visuel et tout ça qui t'en met plein la gueule. Moi, j'avais oublié des trucs, je l'avais pas vu depuis 20 ans, le film. Hein. Moi, je l'ai pas revu depuis la sortie aussi. Depuis la sortie, quoi, c'est ça, ouais, pareil. Voilà. Et donc, t'as tout ce côté, je suis coupable mais pas coupable, un peu tragédie grecque, je fuis mon destin. Mon destin. En fait, en fonçant dedans, en allant droit dessus, tu vois. Un peu à la comment il s'appelle déjà, à la Oedipe, qui par exemple quitte ses parents adoptifs pour espérer ne pas les tuer, puis en fait en chemin il croit son vrai père et il le tue, tu vois. T'as ce côté-là un peu. Ouais, dans ce film, tu te dis, mais à un moment donné, t'as envie de te dire, mais pourquoi il y va en fait ? Et c'est une question qu'on peut se demander si on était à sa place. Est-ce qu'on voudrait savoir pourquoi, comment, ou est-ce qu'on aimerait fuir et se dire, bon j'ai fui, mais ça se trouve en fuyant, c'est ça qui va faire que tu vois le truc en fait. Il va peut-être tomber dessus, justement, un peu comme j'ai dit, comme Oedipe. Mais en même temps, après, il y a le fait il veut savoir quand même, et puis il y a aussi le fait que finalement, le destin est très fort. Bien sûr, ouais. Ce que disent les gens, c'est vrai. Donc, peut-être il y a une erreur, mais en tout cas, il y a aussi cette idée il veut y aller, et en fait, comme on peut trouver que c'est idiot d'y aller, mais comme dans son caractère, on imagine qu'il veut y aller, et qu'il se trouve que le destin dit qu'il va y aller, en fait, si tu veux, même si ça peut faire un peu forcé, les pièces s'assemblent quand même, tu vois. Le moment où, à la fin, où sa femme va voir donc le grand méchant, et lui parle, discute avec elle, et que après elle va aller réveiller son mari, qui est donc enfermé en prison. Est-ce que c'est une scène, est-ce que c'est un moment où le personnage le personnage avait calculé ce moment, ou est-ce que tu penses que c'est juste un résultat de la conversation ? Est-ce qu'il s'était dit par exemple avant, genre bon tu feras ça, ou est-ce qu'on peut se dire ça par exemple, ou est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elle lui parle d'une certaine façon, elle a l'air de chercher un petit peu la vérité parmi certains trucs, et elle a l'air de se poser des questions. Ouais. Est-ce qu'elle ne jouerait pas un peu de ça pour avoir des infos, et ensuite pour aller le réveiller, et en fait il savait depuis le début qu'il allait se faire réveiller, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors ça je pourrais pas te dire. Ça toi tu l'as vu plus récemment que moi le film, dis-moi ce que t'en penses. Ouais effectivement, ouais non je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais ça aurait pu être un... Pendant qu'on y est, je vais essayer peut-être de donner, tu me dis si c'est des erreurs ou pas, mais moi je trouve qu'il y a 2-3 moments dans le film où il y a quand même des petites faiblesses. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la scène des araignées. Quand il se fait scanner le cerveau, il y a seulement... l'œil, il y a 6 heures qui sont passées, puis en fait il a rien. Est-ce qu'on peut imaginer que pendant le reste du film, il est aveugle d'un œil ? Peut-être qu'il est aveugle d'un œil, ou alors en fait il s'est pas vraiment passé 6 heures, il s'est passé 6 heures, ok, mais entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils ont fouillé, le moment où il est resté dans la baignoire, ce genre de choses, j'en sais rien, tu vois, il s'est peut-être passé 1 heure, on n'en sait rien, tu vois. Non, parce que t'as des plans justement. Du réveil encore. Sur l'espèce de réveil, la minuterie, pour te dire qu'on est à la moitié du temps et tout. Et moi, j'ai tout retrouvé, même déjà étant gamin, je me souviens quand j'avais vu ça au cinéma, j'avais fait mais j'ai pas compris là. Et là, je me suis reposé la question. À la limite, on peut se dire un truc, tu vois, c'est que s'il est aveugle d'un œil, est-ce que, parce qu'on fait pas attention à ça, est-ce que s'il est aveugle d'un œil, est-ce qu'il aurait pas, par exemple, il serait pas fait greffer son autre œil après, plus tard, vu qu'il a encore un autre œil. Ouais, mais ça, ce serait à la fin du film. Oui, à la fin du film, tu vois, bon. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste, il s'est fait scanner l'œil, et après, on dirait qu'il n'y a rien, tu vois, on dirait que... Peut-être que, je sais pas, comme il était dans le noir, qu'il était dans l'eau, peut-être que ça, je sais pas, j'en sais rien. Oui, on peut trouver plein de... Peut-être, on est dans de la science-fiction. Mais effectivement, il dit bien, il faut surtout pas que tu l'enlèves avant 12 heures. Enfin, il faut que tu gardes 12 heures. Et là, ça fait que 6 heures.
Donc, D'où la question que je pose. donc effectivement, on peut se poser la question. D'autres éléments qui t'ont... Le passage entre celle qui a créé Pré-Crime, donc la botaniste, on va l'appeler, et où il va chez le médecin, là, chez justement le taré, là, qui lui fait les yeux, j'ai l'impression, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être une transition pour aller de l'un à l'autre. Effectivement, ouais, c'est... Peut-être qu'il manque une scène, peut-être que les scènes devaient être plus longues, je sais pas. Mais effectivement, ça m'a pas choqué, mais effectivement, maintenant que tu le dis, peut-être, oui. Moi, Alors peut-être qu'en revoyant le film, en faisant très attention à la transition entre les deux, je ferais ah bah oui, je suis con, j'ai pas vu, toi. Mais là, tout de suite, je sais qu'en regardant le film, j'ai fait... attends, moi, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que... Alors, peut-être que c'est moi qui suis bête, hein, je sais pas, mais je trouve que de ma première lecture, quand je l'avais vu quand j'avais 12 ans, quand j'étais petit, et mon deuxième visionnage maintenant, il y a beaucoup de choses que j'avais pas compris quand j'étais plus jeune que j'ai compris maintenant, tu vois. Bah oui, c'est logique. Et même pas parce que par rapport à mon analyse cinéma ou ce genre de choses, mais par rapport au fait que il y a certaines choses qui, pour moi, méritent un deuxième visionnage, en fait. Où il y a peut-être des trucs dans le plan, ou des choses que tu vois pas tout de suite, ou des choses qui font que tu aurais besoin d'un deuxième visionnage, peut-être pas tout de suite, mais plus tard, pour vraiment apprécier l'œuvre, en fait. Je sais pas, peut-être. Mais il y a des choses qui sont pas forcément très claires, tu vois. Pas tout de suite, tu vois, je pense. Peut-être. En tout cas, c'est un film qui fait 2 heures, mais il est vachement dense en même temps. Hein. Franchement, il dure 2h08, je crois exactement. J'ai pas vu passer les 2 heures, tu vois. Un truc de fou, tu vois. Parce qu'il est dense, je veux dire, il se passe des choses tout le temps. Pas forcément que c'est hyper rapide, mais il y a toujours une tension ou quelque chose, ou alors la mise en scène qui fait qu'il y a une atmosphère qui te capture et qui te fait rester dans le film. Effectivement. Et surtout, il y a... J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, il y a pas beaucoup de personnages dans le film, en fait. Non. Non, enfin, non, mais c'est vrai, en fait, c'était con de dire ça, mais il y avait vraiment pas beaucoup de personnages, je pensais à ça. Effectivement, c'était quand même un excellent film. Je trouve que c'est un bon choix que tu as eu parce que j'avais pas la flemme de le regarder, mais il m'avait laissé un mauvais souvenir quand j'étais gamin parce que j'avais apprécié, mais je t'ai dit, j'avais pas compris le film. Et donc, j'avais un peu d'appréhension en me disant, il faut que je le voie. Et en plus, après, il faudrait que je me dise exactement où est-ce que j'ai vu ça, où est-ce que j'ai vu ça. Mais en fait, on comprend bien le film au bout d'un moment, donc je suis assez content. Et comme j'ai dit, j'ai compris des trucs que j'avais pas compris quand j'étais gamin, donc je suis assez content. Le film est très bon et je pense que c'est pour moi l'un des meilleurs films de Steven Spielberg. Et il y en a beaucoup qui sont très bons, mais je pense que c'est l'un de ses meilleurs en fait. Tu vois, genre quand tu regardes un peu la filmo qu'il a eu avec Spielberg, il a fait aussi La Guerre des Mondes, qui est un autre film. Mais, que Tom Cruise a eu avec Spielberg. Oui, exactement, il a eu avec Spielberg également. Il y a d'autres films avec Spielberg et Tom Cruise ? Justement, je suis en train de réfléchir là et je sais plus. Je pourrais plus te dire, je crois pas, mais je sais plus. Je crois pas, effectivement. Mais ouais, c'est un bon film quand même, effectivement. T'as apprécié toi aussi ? Bah oui, moi j'ai beaucoup apprécié, mais bon, je l'avais vu étant gamin, le revoir, surtout comme j'ai dit, étant gamin, je m'attendais à un film d'action et tout ça, le revoir avec des yeux mieux greffés, avec des yeux d'adulte et tout ça, te fait voir justement toute la subtilité dans la mise en scène, même si c'est pas subtil en même temps l'image, mais tu vois, toute cette ambiance qui se dégage de la mise en scène, ce côté futuriste, comment il a été travaillé. Tu vois, par exemple, un truc tout con, quand j'étais gamin, je comprenais pas forcément où je me rappelais pas forcément de la scène, enfin du moment où il y avait un pédophile, quoi, tu vois. Je me rappelais pas de ça, tu vois, où je la comprenais pas. Ou parce que dans ma tête, c'était pas comme maintenant, tu vois. Et je le comprenais vraiment pas. Et je ressentais pas la douleur qu'il peut ressentir, tu vois. Je me disais, bon, il a plus son fils. Ou alors j'avais complètement oublié cette scène, tu vois. Mais en fait, maintenant, on ressent les choses. Il y a des, comme j'ai dit, c'est aussi les logiques qui fait que, enfin, c'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y a certains films qui sont plus intéressants à voir, qui sont bien de voir, par exemple, quand t'es enfant et quand t'es adulte, par exemple, comme les films Pixar qui arrivent à jouer sur les deux tableaux, ce genre de choses. Et ce film, bah, tu vois, fait partie des films où honnêtement, je pense que j'aurais préféré le voir adulte qu'enfant. Parce que j'aurais pu vraiment comprendre le film, en fait. C'est pas un film d'enfant, par exemple, tu vois, vraiment pas. En fait, on va dire simplement, c'est un film de science-fiction, c'est-à-dire un vrai bon film de science-fiction, c'est-à-dire bien fait, avec un scénario qui pose des questions, certes, sur le film, c'est-à-dire le film fonctionne en tant que tel, mais qui pose aussi des questions sur notre vie actuelle, etc. Ça, c'est de la bonne science-fiction pour moi. Exactement, je suis d'accord. Bah voilà. Bon, bah on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein. Merci d'avoir regardé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne du Mediavore ici présent, hein, si vous ne l'avez pas vu, d'aller vous abonner par exemple, de regarder... Et surtout, n'oubliez pas, un truc très important, c'est gratuit, j'arrête pas de le dire, c'est gratuit, abonnez-vous. En dessous, vous avez un petit bouton, il y a marqué s'abonner, vous abonnez à la chaîne du Beau Parleur,
Et c'est cool, et c'est bien. Et surtout, vous n'oubliez pas le petit like bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et vous pouvez retrouver le Beau Parleur sur ses réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook et Instagram. Instagram, voilà. Et voilà, tout ça, et surtout sur YouTube. Voilà. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.